En bref, aujourd'hui, on va parler de la Compagnie orientale des Indes, ou comment une association de marchands a réussi à foutre le bordel en Inde. Comme si c'était pas déjà assez le cas. Enfin bref. Comme on l'a déjà vu dans l'épisode sur l'âge sombre, au Moyen-Âge, on commerçait pas mal avec l'Asie, via le califat arabe. Sauf que les intermédiaires, ça finit par revenir cher. Du coup, on commence à chercher des alternatives. Et c'est les Portugais, avec Vasco de Gama, qui trouvent une route maritime en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, en dessous du continent africain. Déjà, ça fait sauter tous les intermédiaires, et puis c'est quand même moins crevant que de traverser toute l'Asie en caravane, quoi. Sauf que les Portugais n'ont pas vraiment les moyens de s'imposer, et ne profiteront pas vraiment longtemps du commerce des épices et toutes les bonnes choses que l'Inde a à offrir. Sauf que les Français, les Néerlandais et les Anglais glandent pas vraiment, et ils ont aussi plus de moyens que les Portugais. Ils ouvrent des comptoirs en Inde, puis par la suite dans le reste de l'Asie. Un comptoir commercial, en gros, c'est un genre de port dans lequel on se pose pour faire du commerce avec les locaux. Au début, le commerce avec l'Inde est géré par la compagnie de marchands londoniens commerçant avec les Indes orientales. D'ailleurs, pourquoi des fois on dit les Indes? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'indépendance en 1947, personne n'avait jamais appelé le pays comme ça. Il n'y avait même pas de pays d'ailleurs, c'était juste plein de petits royaumes éparpillés. Au mieux, on retrouve le mot Bharat pour parler des peuples du coin. Non, le mot Inde vient du fleuve Indus, qui part de l'Himalaya pour se jeter dans la mer d'Arabie. Puis vu qu'il y a plein de peuples dans le coin, on a appelé ça les Indes. Enfin bref, à la base, la compagnie créée en 1599 et dirigée par plusieurs commerçants ayant chacun une part de l'entreprise, des actionnaires quoi, effectuent des missions individuelles pour le compte de chacun des patrons. En 1612, ils joignent leur compte pour lancer des expéditions à la chaîne, pour au final fusionner en 1657 et passer du statut d'association à une vraie entreprise. Bon, le truc, c'est que les Anglais sont pas les seuls à vouloir faire du commerce en Asie. Déjà, jusqu'en 1588, l'Espagne et le Portugal avaient un monopole quasi total. Mais la flotte espagnole se fait marave par les Anglais et les Néerlandais, donnant à ces derniers accès aux ressources asiatiques. Il y avait aussi les Français dans le coin, qui n'avaient jamais vraiment été potes avec les Anglais. Du coup, de temps en temps, ils se foutaient sur la tronche en mer ou bien sur terre en se servant des populations locales. Une des grandes devises des pays colonisateurs était souvent diviser pour mieux régner. En gros, foutre le sbeul entre les populations locales, histoire qu'ils décident pas un jour de se mettre tous ensemble pour foutre une tatane aux colons. Et c'est exactement ce qui se passera en Inde. Comme je l'ai déjà dit, l'Inde à l'époque, c'est énormément de petits royaumes qui s'entendent plus ou moins. Et les Anglais s'entendent aussi plus ou moins avec certains chefs locaux. Déjà, tout le monde n'est pas d'accord pour faire du commerce avec eux. Ils ont des accords avec l'empereur du Magal pour acheter des trucs sur place et gagnent de plus en plus d'influence dans le pays. Mais un autre chef local, le Nawab Siraj Ud Damla, est pas trop fan de la présence des Anglais, ce qui arrange les Français. Du coup, ces derniers l'encouragent à partir en guerre contre les armées du Bengale, histoire de récupérer les droits de commerce des Anglais derrière. L'armée bengali menée par Robert Clive les écrasera en 1757. C'est la première vraie implication des Anglais en Inde et Clive sera appointé gouverneur des Indes par la couronne britannique. La compagnie prendra le contrôle de tout le Bengale en 1764 et finira même par s'étendre sur quasiment tout le sous-continent indien, en incluant ce qui deviendra aujourd'hui le Pakistan et le Bangladesh. C'est pas pour autant qu'ils arrêteront de se friter avec les autres. Et puis les Français et les Néerlandais sont pas trop contre récupérer une part des Indes. Du coup, la compagnie des Indes se retrouve à devoir demander une protection militaire à la couronne britannique. Ça passera de 3000 soldats en 1750 à près de 67 000 en 1778. C'est assez dingue comme truc, on est passé d'une association de marchands à une des plus grandes forces coloniales de l'époque. Bon, du coup, les mecs, ils ont un peu le seum. Et en 1857, décident de se rebeller. Mais ils n'arrivent pas vraiment à s'organiser proprement. Ils sont mal équipés, à diviser pour mieux régner, et finissent par perdre face aux troupes britanniques, qui sont quand même en majorité composées d'Indiens. Mais bon, même s'ils ont gagné facilement, ça fait toujours tâche pour la street cred d'une révolte. Du coup, pour éviter que ça se reproduise, l'Angleterre décide de prendre le contrôle de l'Inde et d'en faire officiellement une colonie. Même si sur le principe, ça en était déjà un peu une, quoi. Quand même ouf, mine de rien. Les Indiens ont laissé venir les Anglais pour faire du commerce, et en genre moins de 100 ans, ils sont quasiment entièrement passés sous le contrôle de la Compagnie des Indes. Les profits faits grâce au monopole en Inde ont permis de financer la marine britannique et de la transformer en une machine militaire qui a quasiment conquis un quart de la planète à elle toute seule. C'est pas pour rien qu'on appelait l'Empire britannique le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est pas l'Empire de Charles Quint, ça, normalement? Au début, le commerce avec l'Inde est géré par la compagnie de marchands londoniens. La compagnie de marchands londoniens. Au début, le commerce avec l'Inde est géré par la compagnie de marchands londoniens commerçant avec les Indes orientales. Ça, c'est trop long comme nom.